Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude parue dans la revue européenne de chirurgie vasculaire et endovasculaire parue en août 2021 qui traite de la rentabilité du stenting primaire de l'artère fémorale superficielle dans la claudication intermittente. Donc, tout d'abord, pourquoi cette étude a été réalisée? L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs est une maladie fréquente qui touche environ 200 millions de personnes dans le monde. La présentation la plus typique sur le plan symptomatique est la claudication intermittente, qui est révélatrice le plus fréquemment de lésions athéroscléreuses de l'artère fémorale superficielle. C'est une maladie dont la prévalence et l'impact économique sont en constante augmentation. Actuellement, la claudication intermittente, la gestion de ce symptôme a plusieurs buts, notamment réduire les douleurs afin d'améliorer la qualité de vie et de limiter le risque de complications. Plusieurs moyens sont disponibles, notamment le traitement médical, ainsi que les mesures de changement de mode de vie, notamment l'arrêt du tabac, et l'activité physique adaptée, si elle est possible, ou tout au moins des conseils d'activité physique régulière. Ensuite, si cela ne suffit pas, on peut également avoir recours au traitement invasif ou d'emblée pour certaines lésions les plus avancées. Le traitement invasif dans cette étude, les auteurs nous disent qu'il est fréquemment réalisé pour traiter les lésions de l'artère fémorale superficielle. Il se fait plus souvent par voie endovasculaire sous anesthésie locale. Et ici, les auteurs ont décidé d'étudier le stenting primaire de l'artère fémorale superficielle. La raison de faire cette étude est que c'est un traitement qui est fréquemment réalisé, mais qui présente un coût supérieur pour le système de santé. Et il n'y a pas d'études qui prouvent la rentabilité de ce traitement avec un suivi de plus d'1 an. Ainsi, les auteurs ont voulu étudier la rentabilité du traitement invasif, donc le stenting primaire de l'artère fémorale superficielle, versus le traitement médical seul chez des patients souffrant de claudication intermittente avec un suivi de 2 ans. Pour ce faire, l'étude qui a été réalisée est une étude interventionnelle, contrôlée, donc 2 groupes ont été réalisés, un groupe contrôle et un groupe testé qui a bénéficié du stenting. Je reviendrai sur ça après. C'est une étude du coup qui est ouverte, de par le caractère invasif de l'intervention testée. C'est une étude multicentrée qui a été réalisée dans 7 hôpitaux différents en Suède, une étude randomisée en intention de traiter. Pour être inclus dans l'étude, les patients devaient remplir certains critères. Ils devaient être majeurs, l'artériopathie qu'ils présentaient devait être de stade 2B avec un périmètre de marche maximum de 500 mètres, une maladie qui devait être stable depuis au moins 6 mois. Et en ce qui concerne la lésion de l'artère fémorale superficielle, ça peut être une lésion de novo ou resténotique, classée de A à C sur la classification de TASC 2, et pour laquelle la limite inférieure devait être l'artère poplitée proximale. Et en aval, il devait y avoir au moins l'artère poplitée perméable et au moins un axe de jambe qui était lui aussi perméable. Et donc, pour évaluer cela, il y avait eu un enjeu scanner ou une enjeu IRM qui était réalisé avant l'inclusion. À côté de ça, les patients étaient exclus s'ils étaient en ischémie critique, si le diamètre de l'artère par rapport à la lésion proximale ou distale était inférieur à 4 mm, s'ils présentaient un anévrisme fémoropoplité, si le flux dans l'artère fémorale superficielle était trop faible en lien avec des sténoses aorto-iliaques ou fémorales communes, patients présentant un antécédent de stenting, de revascularisation dans les 3 mois ou d'AVC hémorragique de moins de 3 mois étaient également exclus, ainsi que ceux qui présentaient une espérance de vie de moins de 2 ans. Et les patients enregistrés dans une autre étude ne pouvaient également pas être inclus. Le calcul du nombre de sujets nécessaires pour cette étude a été réalisé a priori. Donc, il fallait, pour obtenir une puissance de 80% avec un risque alpha de 5%, 50 patients par groupe. Et la randomisation était une randomisation centralisée, réalisée en 1 pour 1, donc avec un patient dans le groupe contrôle pour un patient dans le groupe testé. Et une stratification était faite en fonction de la longueur de la lésion, selon qu'elle faisait plus ou moins de 90 mm. Il s'explique un petit peu parce que le nombre de sujets nécessaires à calculer pour les études médico-économiques est toujours difficile.
Il explique dans la méthode comment il calcule ça, sur quels arguments il calcule ça. Ils ont été assez brefs là-dessus. Ils expliquaient simplement que pour la puissance de 80%, il fallait 50 personnes. Ouais, en fait, c'est dans les études médicales, c'est toujours autant dans les études précises, il y a des chiffres. Autant là, c'est toujours. Enfin, c'est pas évident. Pardon, excuse-moi. C'est une hypothèse de supériorité entre un groupe par rapport à un autre. C'est une hypothèse de. Enfin, je vais l'expliquer après. Il n'y a pas eu de test vraiment réalisé. Mais je vais venir après sur le calcul des coûts et le calcul de ce qui a été évalué. Donc, tous les patients, que ce soit du groupe contrôle comme du groupe testé, recevaient le traitement médical et des mesures hygiéno-diététiques, donc un anti-agrégant, un hypolipémiant et un antihypertenseur. On leur conseillait à tous une activité physique régulière et on leur remettait un podomètre afin d'en suivre l'évolution au cours du suivi. Tous les patients recevaient également des conseils d'arrêt du tabac avec une proposition de programme d'arrêt si besoin. En plus, pour le groupe testé, les patients bénéficiaient d'un stenting de l'artère fémorale superficielle, donc par voie percutanée, avec un stent auto-expansible qui était nu, en matériel nitinol, et le diamètre était 1 mm plus large que la cible artérielle visée. Les patients sortaient généralement à J1 et ils bénéficiaient d'une bi-antiagrégation pendant 12 semaines, ou alors on ajoutait de l'aspirine au traitement s'ils étaient déjà anticoagulés. Donc, le critère de jugement principal pour cette étude était le CALAI, donc l'analyse pondérée par la qualité. C'est un indicateur médico-économique qui était calculé à partir du questionnaire de qualité de vie EQ5D3L, donc qui regroupe 5 dimensions, notamment la mobilité, les activités quotidiennes ou la douleur, par exemple. Et le critère de jugement secondaire était la rentabilité de l'intervention testée. Et pour la déterminer, les auteurs ont déterminé l'ICARE, qui est le coût supplémentaire engendré par le stenting, qui représentait la différence de coût moyen entre les deux groupes, divisé par la différence du CALAI moyen entre les deux groupes. Alors ça, c'est bizarre aussi, c'est que le vrai critère ici de cost effectiveness, c'est-à-dire d'analyse médico-économique, c'est l'ICR, c'est Incremental Cost Efficacy Ratio. C'est vraiment ça qui calcule le côté médico-économique. Et Quali, en fait, c'est simplement un outil qui permet de calculer l'ICR. C'est ça que je trouve ça bizarre que vous ayez pris comme hyperfluent le Quali qui exprime la qualité de vie sur une année. Et qu'ils n'aient pas pris l'ICR comme critère principal. Ça, c'est étrange. C'est sûrement parce qu'il est déterminé à partir du Quali qui le mettent. Habituellement, c'est l'ICR qui est pris pour les études médico-économiques comme critère primaire. D'accord. Et toujours déterminé à partir de. À partir du Quali, oui. Donc, le suivi était organisé à 1, 6, 12 et 24 mois, donc par un des acteurs, soit un angiologue, un chirurgien vasculaire, un angiologue interventionnel ou un infirmier de recherche clinique. Et on y pratiquait un test d'effort, donc de marche sur tapis roulant, et de répondre aux patients les questionnaires de qualité de vie afin de déterminer le poids. Et de l'autre côté, pour déterminer le critère de jugement secondaire, les coûts représentaient les coûts globaux, donc que ce soit les coûts de l'hospitalisation ou des consultations externes. Pour la majorité des patients, ces données étaient issues d'une base de données de la région de Skåne, en Suède, donc le 77 sur les 100, qui regroupait notamment les coûts pour les procédures chirurgicales, pour l'anesthésie et les médicaments. En revanche, pour les patients en dehors de cette région, les auteurs ont recours à une imputation de données pour compléter ces coûts qui n'étaient pas disponibles directement. Juste dans le groupe médical, il y avait le traitement optimal médical dans les deux groupes, et dans le groupe médical, il n'y avait pas d'exercice à la marche. C'était conseil d'activité physique régulière. Mais c'était pas supervisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de marche sur tapis roulant, de rééducation à la marche. Non, d'ailleurs, les auteurs y reviennent dans la discussion. C'était meilleur traitement médical plus marche régulière demandée aux patients. C'est ça, avec un podomètre pour en évaluer l'intensité au cours du suivi. Donc, passons maintenant aux résultats.
Donc les patients ont été recrutés entre 2010 et 2015, 310 patients évalués pour l'éligibilité, et à la fin, seulement 100 ont été randomisés. 48 patients reçus étaient dans le groupe STEMT, contre 52 dans le groupe contrôle, donc qui bénéficient du traitement médical et des conseils de santé physique régulière. Et à la fin, c'était une analyse en intention de traiter, 42 patients dans chaque groupe ont été analysés en rapport avec 6 perdus de vue dans le groupe STEMT contre 10 perdus de vue dans le groupe contrôle. C'est énorme, le perdu de vue sur les études avec 50 patients inclus. C'est 20% de perdu de vue. C'est colossal. L'ACCEPT, à la limite, généralement, c'est 10% max. 20% sur un effectif aussi important, aussi faible. Donc, maintenant, passons au résultat principal. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? C'est que pour le groupe contrôle, qui a bénéficié donc, du traitement médical et de l'exercice, le coût moyen par patient après les 2 ans de suivi est d'environ 4 800 €. En revanche, pour le groupe STEMT, on a bien sûr un coût supérieur qui est de 11 000 € environ, ce qui nous fait une différence de 6 000 € environ entre les 2 groupes, donc une différence attendue. Mais à côté de ça, on voit également qu'il y a une différence en termes de quality, donc de qualité de vie pour les patients, en faveur du groupe STEMT de 0,26 quality entre les 2 groupes. Donc, comme ce que l'on pouvait attendre, le groupe STEMT engendre des coûts plus importants pour le système de santé, mais a un bénéfice en termes de qualité de vie. Et donc, à partir de ça, l'ICARE a été déterminé, et dans l'étude, on retrouvait un ICARE à 23 785 € par quali. Donc, c'est le coût supplémentaire engendré par le groupe STEMT. Et donc, ce résultat est important parce qu'il nous permet du coup de dire que le stenting dans cette étude est rentable. Il est rentable parce que même s'il est plus cher, il entraîne une hausse dans la qualité de vie des patients. Et les auteurs nous font part dans la discussion que l'ICARE est l'outil utilisé par les systèmes de santé pour déterminer si une action de santé est rentable et si elle peut être financée par un système de santé. Et donc en Suède, les actions remboursées ont un ICARE, sont considérées comme rentables si elles ont un ICARE inférieur à 50 ou 70 000, donc ce qui était rempli dans l'étude. Et même au Royaume-Uni, qui a un système de santé plus strict, avec un ICARE pour rembourser une action de santé à 22 000 à 34 000 €, là également, cette action de santé aurait pu être remboursée dans ce pays. Oui, c'est exactement ça. En fait, l'ICARE, c'est le prix qu'est capable de mettre une société pour un acte médical. Et effectivement, cette valeur varie d'un pays à l'autre. Et en France, on est comme en Suède. En France, on estime qu'on est à 60 000 €. Donc maintenant, les forces de l'étude, c'est une étude qui a globalement une bonne validité interne, les pourcentages de perte de vue. C'est la première étude qui a étudié ce sujet avec une durée de suivi prolongée de plus d'1 an. Et l'usage de registres pour déterminer les coûts renforce la validité interne, et donc elle diminue le biais de mémorisation, l'intérêt des bases de données. Et en revanche, cette étude est limitée par certains facteurs, notamment les conséquences pour la société en termes d'arrêt de travail suite aux procédures d'angioplastie n'ont pas été intégrées dans le calcul des coûts. L'activité physique qui était proposée aux patients était une activité physique non supervisée, même si certaines études font part que l'activité physique supervisée pourrait avoir un intérêt supplémentaire pour les patients en termes de qualité de vie. Le suivi, même s'il était plus important que dans d'autres études, était tout de même court, car la qualité de vie pouvait varier assez rapidement au-delà des 2 ans. Et la longue période d'inclusion, donc de 5 ans, peut limiter la généralisabilité des résultats, étant donné que les patients peuvent avoir certaines différences entre eux. Comment ils expliquent ils donnent une explication parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de patients, mais il y a 5 ans d'inclusion. Est-ce qu'ils donnent raison à ça? Ils ne l'ont pas expliqué. Après, les critères d'inclusion et d'exclusion étaient quand même assez restrictifs. C'est une étude qui a été réalisée uniquement en Suède. Donc je pense que s'ils étaient... Il y a un tiers des patients qui étaient screenés qui ont refusé de participer aux études. Il y a 95 refus de...
Il y a ça, puis il y a 7 crossover en plus. Ouais. Crossover, c'est les patients qui changent de groupe. Donc, ils sont randomisés par une ici, ils sont randomisés en groupe médical. Et pour X raison, on ne le connaît pas. Enfin, je ne sais pas s'il est décrit, mais les patients disent non, non, moi, je ne veux pas être randomisé dans le groupe médical, je veux être randomisé dans le groupe médical. Donc, ils disent non, je change de groupe. Ou autrement, les patients qui sont randomisés au groupe médical, mais qui sont de plus en plus gênés, on ne peut pas laisser comme ça éthiquement, et donc on décide de les stenter. Donc ils passent dans le groupe chirurgical. Donc, ça, c'est les crossovers. Et donc il y a deux interprétations. En intention de traiter, on interprète les patients chacun dans son groupe, même s'ils ont fait le crossover. Un patient qui a eu le stent, on l'interprète dans le groupe médical, parce qu'il a été randomisé au groupe médical. Donc ça, c'est l'analyse en intention de traiter. Et la deuxième analyse, c'est l'analyse per protocole, où on exclut les patients qui ont un crossover et on analyse uniquement les patients qui ont eu le traitement dans le groupe assigné. Voilà. C'est pour ça que vous avez deux types d'interprétation, intention de traiter et per protocole. Et la plupart des études donnent les deux résultats, mais le critère primaire est en intention de traiter. Donc pour finir, dans cette étude, le stenting de l'artère fémorale superficielle est une action de santé rentable qui peut être utilisée, comme on l'a vu, dans de nombreux pays, même les pays les plus stricts pour vu le remboursement des actions de santé. Quelques pistes pour les études à venir, il serait intéressant d'envisager un suivi prolongé pour voir si les résultats restent similaires, et également d'évaluer la rentabilité du traitement invasif, mais cette fois-ci par rapport à une activité physique qui est supervisée, afin de voir si l'argent que l'on mettrait dans le traitement invasif, si on mettait une partie dans l'activité physique supervisée, ce que cela nous ferait gagner en termes de qualité de vie. Merci de votre attention. Très très bonne présentation. Des questions? Il est déterminé tous les ans. Le l'ICER. Alors, l'ICER, en fait, tu le détermines à une période donnée, comme tout critère, donc critère à 1 an. Et donc, les qualis, finalement, c'est une échelle entre 0 et 1. Ou, par exemple, si tu as un quali à 0,5, ça veut dire que pendant 1 an, tu as vécu avec une santé moyenne, 50%. Quand tu as un quali à 0, c'est-à-dire que tu es mort. Et quand tu as un quali à 1, tu as passé une année en 100% de pleine forme. Mais je veux dire de manière générale par les politiques. Alors, en fait, les données qui sont, ça c'est 1 an, je crois. C'est 1 an. Alors après, non, c'est une bonne question. Eh ben, je ne sais pas. Effectivement, parce que tous les traitements n'ont pas la même non plus recul. Les traitements qui sont efficaces à 1 mois et d'autres, il faut 5 ans. Donc, je ne sais pas effectivement si l'ICER qui est donné par les États, je pense que c'est un ICER à 1 an. Globalement, les 40 000 €, 70 000 € qu'on a vu, je pense que c'est 1 an. L'ICER, c'est pour une pathologie donnée, un traitement donné, ou c'est global? Comment c'est global? C'est global. Hein. C'est global. Oui. Global, c'est pas pour une pathologie. Après, c'est le nombre d'euros par an, je pense, hein, 60 000 € par an pour une pathologie donnée. Il ne discute pas du tout de la significativité de ces 0,26 du quali. Est-ce que c'est une différence vraiment très importante de qualité de vie? Est-ce que ça correspond à quoi? Ici, ils en parlent, et c'est une différence qui est significative dans leur étude et qui justifie justement le stenting primaire en première intention. Ça vous paraît beaucoup par rapport à ce que Ça ne sais pas. Là, il y a un intervalle de confiance. Quand ça appartient à un intervalle de confiance, il n'y a pas de petit p. Donc, j'ai du mal à savoir statistiquement parlant qu'est-ce que. En fait, c'est absolu, c'est plus 0,26 de Covid pour ces patients-là. C'est pas effectivement. C'est juste une addition de plus 0,26, 1% de qualité de vie. C'est le rapport qui est intéressant. Bah oui, si c'est un, je pense qu'on évalue comme ça. Plus 0,26 quali, ça veut dire plus en gros 30% d'amélioration de qualité de vie. Et ce qui est intéressant, c'est le rapport en fait. Ce qu'il faut s'imaginer, il y a un quadrant. C'est sûr que, est-ce que c'est significatif? Est-ce qu'on dit 10%, 20%, 30%, c'est significatif d'amélioration de qualité de vie? Je sais pas. Je trouve qu'on ne raisonne pas trop sur le quali, on raisonne plus sur l'ICER en fait. Parce qu'il y a un quadrant avec 4 cases. La case idéale, c'est une augmentation du quali avec une innovation moins coûteuse. Donc c'est moins coûteux et en plus c'est un rapport. Ouais. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des trucs compétitifs. Exactement. Et donc là, c'est la meilleure solution. La deuxième solution, c'est ici, c'est plus coûteux, mais il y a une meilleure qualité de vie. Donc bon, on augmente le soin avec on augmente plutôt la santé des patients avec une innovation coûteuse.
Et puis après, il y a quelque chose qui n'est pas intéressant, c'est, comment dire, on augmente la qualité du soin, mais ça devient très coûteux. Et puis le pire des choses, c'est que ça devient très coûteux, mais on n'augmente pas la qualité de soin. Et donc, on raisonne vraiment en fonction, c'est à quel moment, et c'est plus que le quali, finalement, c'est ce rapport. C'est pour ça que l'ASR est vraiment quelque chose d'intéressant. Et le quali en elle-même. Finalement, l'ASR, c'est un intérêt comparatif. Ouais. C'est ça, on est tout seul, comme ça, c'est pas vraiment. C'est de traitement. Je pense qu'on devrait inviter aussi un médico-économiste pour qu'il nous explique encore un peu mieux les choses. C'est une première année. À 8h du matin, ça va être bien. C'est pas le café. Ok, d'autres questions? Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'au départ, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme hypothèse? Enfin, ils pensaient que le stent valait pas le coup par rapport à parce que c'est assez comment. Ils auraient pu soulever l'hypothèse que le traitement médical était plus efficace en termes de cost effectiveness que le. Il part vraiment du principe que c'est une action qui est faite en pratique quotidienne, mais pour laquelle on a des données, mais sur une faible durée de temps que c'est rentable. Et donc, ils ont voulu l'évaluer sur plus d'un an, 2 ans. Mais non, ils partent du principe que cette action santé va être rentable. Ils veulent fournir des arguments supplémentaires à une pratique qui est déjà ancrée dans beaucoup de pays. Ok, très bien. Et ils ont pris en compte les interventions? L'intervention de... Les réinterventions des patients? Oui, ils l'ont pris en compte dans le calcul des coûts, c'est inclus dans la D'accord. Ok. Je trouve ça très intéressant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves de ce niveau-là, enfin en tout cas d'études sur ce thème-là, sur le périphérique. Et les lésions, ils étaient. Des tout types de lésions ou pas? C'était les lésions de l'artère fémorale superficielle. Ils en parlaient dans les critères d'inclusion. Ils décrivent les lésions, ils ont traité un petit peu. C'est les tasques de A à C. Mais ils ne décrivent pas la longueur, etc. Ils ne donnent pas plus d'informations. Très bien. D'autres questions? Non, merci beaucoup. Merci à vous.